Donc, on ne va pas épiloguer sur le Front National. J'ai une question qui permet un petit peu de prolonger un petit peu par extension, c'est sur le traité transatlantique. Des gens demandent, est-ce que vous pensez que le traité transatlantique, quelles seront les conséquences pour la France? Est-ce que ça va arriver? Voilà. Alors après, justement, le frivole avec la fournée de Jean-Marie Le Pen, on a le sérieux. Hein. En politique, c'est les catégories qui avaient été mises en place par Michel Flousquard, le frivole et le sérieux. C'est très important de faire la différence entre le frivole et le sérieux. Le traité transatlantique, c'est le plus grave et le plus sérieux du politique. C'est le parachèvement du plan Marshall et de la domination, on va dire, impériale, donc américano-sioniste, on va dire, sur la France, qu'on a pu vérifier sur le plan justement spectaculaire et culturel par l'hyper-célébration du débarquement de Normandie, qu'il ne faut pas voir comme la France qui d'un seul coup reçoit le monde entier, mais comme la soumission accrue de la France à l'impérialisme américain, avec une réécriture de l'histoire qui voudrait nous faire dire en gros que les Américains nous ont libérés du nazisme en débarquant en Normandie. Je rappelle que le débarquement de Normandie, c'est 9000 morts pour les Américains. Casser les reins d'Adolf Hitler, c'est l'Union soviétique a fait, et c'est 20 millions de morts, hein, à minima. Et en fait, les Américains ont débarqué en Normandie, après avoir tué sous un tapis de bombes avec un mépris total des populations civiles, plus de 20 000 personnes, dans des bombardements à très haute altitude sur des villes totalement inutiles, notamment la ville de Caen et d'autres. Les Américains sont débarqués pour pas que Staline... pour que Staline s'arrête à Berlin et qu'il n'aille pas jusqu'à Paris. Hein. Donc c'est important de comprendre ça. Et quand on restitue ce sérieux-là, hein, c'est-à-dire l'hyper-commémoration du débarquement de Normandie n'est pas un grand moment français, mais est une étape de plus de la soumission totale de la France, je dirais, de De Gaulle, du De Gaulle de 58-68, hein, pas du De Gaulle en plus ambigu du 18 juin, hein, qui est plus sur lequel il faudrait peut-être moins idéaliser celui-là. Par contre, on peut respecter beaucoup celui qui, entre 58 et 67, est sorti de l'OTAN, a viré les bases américaines, a réaffirmé l'indépendance de la France, discours de Phnom Penh, discours de Québec, et il en a tel récupération de l'or français, affaire des vedettes de Cherbourg, point culminant, discours de novembre 67 sur le peuple sûr de lui-même et dominateur, et sur la mise en garde d'Israël, comme responsable de toutes les guerres à venir et de toute la déstabilisation à venir, ce qui prouve que De Gaulle était un grand politique, et tout ça se solde par la première révolution colorée, je vous rappelle, mai 68, organisée par une petite bande de juifs ashkénazes entièrement sous sponsoring mondialiste, pour chasser De Gaulle du pouvoir, ce qui s'est d'ailleurs fait en 2 temps. Ils ont échoué, puisque ça a donné la chambre Bleu Horizon après la dissolution, mais finalement, ils ont gagné, non pas par Cohn-Bendit, qui avait raté son coup, mais par Poher, Giscard, Missoff, c'est-à-dire le lâchage de la droite sioniste, le poignardage dans le dos de la droite sioniste de gaulliste qui tourne le dos à De Gaulle, et c'est ce qui fait la différence, et c'est ce qui fait qu'il est éjecté au moment du référendum, qui, je rappelle, était participation et régionalisation, c'est-à-dire quelque chose de très révolutionnaire, quelque chose très gauche du travail, droite des valeurs, et que c'est à ce moment-là qu'il est chassé du pouvoir pour son insoumission à la puissance impériale américano-sioniste. Je viens de faire un résumé un peu long. Et là, après l'éviction de De Gaulle, on a une lente soumission de la France progressive par des sous-présidents comme Giscard, qui étaient des narcissiques, je dirais, qui n'ont pratiquement pas exercer le pouvoir, et puis après par quelque chose de beaucoup plus dramatique qui est l'époque Mitterrand, qui a ramené dans ses valises toute la puissance sioniste que De Gaulle avait essayé de repousser un peu du premier cercle après la 4e République, qui était effectivement une soumission totale de la France à la puissance, à l'autorité sioniste. Hein. On a après un lent effondrement de l'indépendance française, et qui se fait bouffer cercle par cercle. On voit que Mitterrand est très très responsable, il s'en est d'ailleurs rendu compte, mais il s'est fait virer à son tour comme De Gaulle. Vous vous rappellerez de El Kabbach lui demandant de rendre des comptes, et Mitterrand disant très bien que c'est la stratégie de la haine, et que ça va encore, est-ce que ça va durer 100 ans encore? Donc on a bien là un Mitterrand qui en dernière instance ne veut plus se soumettre au tout-puissant lobby sioniste et se fait sortir d'une certaine manière, et menacé en public. Hein. Et après, on a la lampe dégringolade, Chirac, et puis après on a l'allégeance officielle, c'est-à-dire Sarkozy, puis Hollande, où la France redevient ce qu'elle était sous la 4e République, c'est-à-dire une dépendance, je ne sais pas comment dire, un lander du tout-puissant empire. Et la ratification effectivement économique de cette soumission politique, parce qu'il faut toujours connecter les deux, le politique débouche toujours sur de l'économique et vice-versa, c'est
essayer de nous coller en douce le traité transatlantique, qui est un renoncement total de la France et même de l'Europe, de cette Europe, on va dire, franco-allemande, hein, je dirais à son système de loi, à sa culture, à son système de production, à son agriculture, etc. etc. C'est-à-dire que c'est le parachèvement, pour moi, du plan Marshall, hein, de la soumission totale de la France sur le plan non seulement politique, géopolitique, parce que j'ai parlé tout à l'heure de la soumission de la France, on a vu la liquidation du Quai d'Orsay s'opérer par la succession de Kouchner puis de Fabius, qui est la liquidation totale de ce qui restait d'indépendance gaullienne au niveau de la politique étrangère par une politique équilibrée, notamment au Moyen-Orient, politique dite pro-arabe par les sionistes. Pro-arabe, ça veut dire pas totalement soumis à Israël, hein, c'est tout ce que ça voulait dire. Hein. Comme antisémite, ça veut dire pas totalement soumis à la puissance sioniste. Donc on voit bien que là, on arrive au bout du bout de la soumission française et donc de sa disparition, d'une certaine manière, en tant que pays, en tant qu'histoire, en tant que, je dirais, culture, hein, culture économique, culture agriculture, culture au niveau des lois, c'est la soumission des lois françaises aux droits anglo-saxons. Et notamment, c'est le point le plus important, c'est que si le traité transatlantique est ratifié, les multinationales, et comprenons bien les multinationales américaines, pourront, quand un État, comme ce que essaye de faire un petit peu de façon théâtrale aujourd'hui Montebourg, s'opposeront au nom de l'intérêt national supérieur à une prédation d'une multinationale, ces multinationales auront le droit, par le traité transatlantique, de faire condamner les nations, non seulement à des amendes, mais ça veut dire que le droit des nations se soumettra à la volonté des multinationales, ce qui est vraiment la définition du pouvoir impérial tel que je l'ai défini dans Comprendre l'Empire. Hein. Et ça, c'est le cœur du traité transatlantique. Hein. Et c'est aujourd'hui, effectivement, on peut délimiter et déterminer ce qu'est un Français qui défend l'intérêt supérieur de la France et un traître par l'adhésion ou non au traité transatlantique. Ça, c'est carré, c'est définitif. On a mis un très bon documentaire sur ce qu'est le traité transatlantique. Vous pouvez le regarder. Et je crois que, voilà, j'ai rien à dire de plus. Donc effectivement, il y a la politique politicienne, la politique des petits mots, etc. Et puis il y a la politique dure, le hardware, et là c'est le traité transatlantique. Mais sachant que les deux choses, infrastructure, superstructure, hein, hardware, software, sont toujours articulés. Hein. Il y a toujours un lien d'engendrement réciproque entre les petits mots, le politiquement correct, les petites tempêtes médiatiques, et puis ce qu'il y a derrière, ce qui est un peu caché d'ailleurs, et qui est le lourd de la politique. Hein. Voilà, donc il y a la liquidation de Le Pen et de son insoumission, une normalisation accrue du front et la question du traité transatlantique. On va voir comment notamment le Front National demain va se battre bec et ongle contre le traité transatlantique ou pas. C'est ça qu'il faut regarder, et notamment les discours de Philippot sur la question. Et ce que votent les députés Front Nationaux, notamment au niveau européen, à ce sujet-là. Il y a des ambiguïtés, hein, je le sais. Je ne maîtrise pas le dossier, mais il y a des ambiguïtés à ce niveau-là. Ouais. C'était intéressant le parallèle avec De Gaulle, puisque récemment il y a une phrase de Gaulle qui est sortie sur le débarquement, une phrase d'époque où il précisait qu'il ne célébrerait pas lui le débarquement, puisque c'était le début de la colonisation de son pays en fait. Bien sûr, donc, voilà. C'est ça qu'il faut remarquer, c'est que De Gaulle, qui était le seul légitime pour commémorer tout ça, ne l'a jamais commémoré lui, parce que d'abord le débarquement de Normandie s'est fait sans lui et dans son dos, ce qui était très méprisant, et aussi avec une stratégie de mépris des populations civiles françaises considérées comme partie négligeable. C'est-à-dire que les Américains ne sont pas venus libérer les Français, c'est pas vrai. Ils sont venus prendre le contrôle de la France et de l'Europe de l'Ouest par rapport à une menace stalinienne, parce qu'ils avaient beaucoup aidé les Russes à faire le travail à leur place, mais après il a fallu qu'ils viennent les bloquer. Et quand on voit comment les stratégies de bombardement à très haute altitude et le nombre de morts que ça a fait sur les populations civiles et la manière dont ils ont rasé une ville comme Caen, montre bien que l'Empire n'avait rien à foutre des populations françaises. Et je le dis, c'est pas une vision définitive, mais c'est un petit point. Les Américains sur le terrain se sont comportés bien plus mal avec les femmes et les populations civiles que les occupants allemands, notamment au niveau des viols. Et je rappellerai bien que pour que les jeunes Américains s'engagent dans cette campagne de France, on leur avait vendu que les femmes françaises étaient en gros des putes, qu'on pouvait les baiser à tour de bras et qu'elles ne pensaient qu'au sexe, cette espèce de vieille propagande touristique sur la France et les femmes faciles, et qu'il y a eu énormément de problèmes de viol et de prostitution imposés en France au moment du débarquement de Normandie, et que l'Amérique s'en est sortie en pendant de 3 noirs, hein, de 3 nègres, hein, mais ça n'est pas allé au-delà. Et que ça, c'était des dossiers qu'il faut oser sortir, hein, sur les bombardements massifs et le traitement, le traitement très méprisant
des populations françaises qui avaient subi 4 ou 5 ans d'occupation, et le fait que par là-dessus, on met de la propagande hollywoodienne pour faire croire en gros que tout s'est bien passé. L'histoire est plus compliquée que ça. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser, on peut faire un petit peu la même analogie avec l'Italie fasciste, parce qu'effectivement, je pense à un film de Vittorio De Sica qui s'appelle La Ciociaria, je crois, et c'est sur cette question-là du viol, justement. Oui, j'ai vu le film. Vous l'avez vu, sûr, hein. oui. Oui. D'ailleurs, là, qui est incriminé? Nos tirailleurs, Voilà, nos tirailleurs français, qui ont beaucoup Il y a les violé. fascistes, les Américains, et après les tirailleurs. Ouais, beaucoup violé, on le voit dans les romans de Malaparte, hein, c'est cité. Nos troupes nord-africaines, je crois, d'Afrique du Nord, qui ont libéré, entre guillemets, l'Italie, ont également beaucoup violé. Hein, et pas que des femmes, aussi des enfants. Ah ouais. Ouais,